Salut à la communauté. J'aimerais aujourd'hui vous faire une longue vidéo sur la reconversion professionnelle avec comme objectif, on va se donner un objectif, c'est de vous présenter toutes les étapes nécessaires pour réussir sa conversion professionnelle. Alors aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, il est très rare de rester dans le même boulot, dans la même entreprise tout au long de sa vie. Et vous allez être amené à vous reconvertir plusieurs fois. Par exemple, moi, je me suis reconverti 2 fois au minimum, sans compter les fois où j'ai tenté l'aventure entrepreneuriale, sur à peu près, 20 ans de carrière. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui se reconvertissent, mais il y a aussi, on va dire, 50 d'entre eux qui plantent complètement leur reconversion. C'est-à-dire que soit ils se reconvertissent parce qu'ils ne se plaisaient pas dans leur boulot avant et puis ils se rendent compte que, ben, après leur reconversion, ils retombent dans la même situation. Donc il y a eu un problème au niveau du diagnostic. Soit, ils se reconvertissent, ils, arrivent sur le marché du travail et ils ne trouvent, pas de travail. Ça, c'est le cas notamment de beaucoup de musulmans ou de personnes, de Français d'origine, maghrébine qui, s'étaient reconvertis parce qu'ils étaient victimes de discrimination. Ils font une reconversion en se disant: «Beh, c'est bien, maintenant je vais avoir une certification, je vais avoir un diplôme, du coup, ça va m'ouvrir les portes», et puis au final, ils retournent dans la même situation et toujours pas de travail. C'est la même chose d'ailleurs pour toutes les formes de discrimination. Parfois aussi, ce sont des salariés qui sont âgés et qui veulent se reconvertir parce qu'ils se rendent compte que dans le métier dans lequel ils étaient, il n'y avait pas de débouchés, il n'y avait pas assez de travail. Donc, ils vont se reconvertir en pensant justement pouvoir résoudre ce problème et puis pouvoir trouver un travail. Sauf que, manque de bol, la reconversion est ratée. Il n'y a pas eu assez de travail, d'analyse, de réflexion. Et puis, ils arrivent à la situation de départ. Sauf qu'ils ont perdu 1 an et voire parfois 2 ans. Donc, on va essayer de vous montrer le cheminement, la réflexion pour pouvoir réussir, pour se donner toutes les chances de réussir sa conversion. Objectif, vous vous reconvertissez et au bout de 2 ou 3 mois, vous avez un boulot à la fin de votre formation qui est mieux que celui dans lequel vous étiez et puis vous ne connaissez pas le chômage. Ça va être ça, on va dire, l'objectif un petit peu de ce programme. Il faut savoir que là, cette mini formation que je vais essayer de vous montrer, elle est tirée de mon programme d'accompagnement, de coaching destiné aux salariés. Et il faut savoir que en ce moment, je travaille dur pour vous mettre tout ça sous forme d'une formation en ligne que vous pourrez faire avec ou sans accompagnement personnalisé. Ça, c'est vous qui déciderez. Il y aura une option pour ceux qui souhaitent aussi être coachés en plus de la formation. Allez, on attaque. C'est parti. Alors, réussir sa conversion professionnelle. Alors, la première partie. Donc, il y a 7 étapes dans cette stratégie, dans cette méthodologie. Je vais vous les présenter, partie 1, partie 2, partie 3, jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e étape. La première partie, il s'agit de savoir si vous partez pour les bonnes raisons et aussi de faire toute la phase de préparation de votre reconversion, de réflexion, d'introspection par rapport à votre reconversion. Alors en général, lorsqu'on parle reconversion, on parle de démission. Mais il faut savoir que la démission, c'est quelque chose de lourd. C'est-à-dire que c'est comme une flèche que vous allez décocher en direction d'une cible, et une fois que la flèche a été décochée, il est plus possible de la rattraper. C'est vraiment important de comprendre qu'à partir du moment où vous vous êtes lancé dans un processus de démission, à partir du moment où vous avez rédigé officiellement votre courrier, vous pouvez plus revenir en arrière. Donc, il faut bien mettre en place une vraie réflexion pour être sûr de ne pas se planter. Il faut avoir identifié les véritables raisons de votre départ. Il faut faire attention parce que parfois, il y a des raisons qu'on croit être les bonnes raisons et qui ne sont pas les vraies raisons. Alors, est-ce que c'est lié à l'entreprise elle-même? Est-ce que c'est lié à votre boss, à votre N+1? Peut-être que vous ne le supportez pas et vous avez envie de démissionner. Vous allez voir qu'en fait, les solutions, elles sont différentes. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous? C'est-à-dire tout simplement, vous n'êtes plus en adéquation avec votre entreprise, le boulot ne vous convient plus, vous avez envie davantage de quelque chose d'autre, vous avez envie de davantage de responsabilités, d'un salaire plus conséquent, peu importe, il y a des raisons multiples. Donc, il est vraiment important de ne pas se tromper quand vous allez démissionner.
il faut faire aussi attention à ce que ce ne soit pas une fuite. Parce que si c'est une fuite, vous avez un problème, par exemple, avec votre entreprise, avec votre N+1 ou avec votre le boulot ou avec vous-même. Vous êtes dans une et si vous êtes dans une logique de fuite, c'est-à-dire que vous pensez résoudre le problème simplement en changeant de métier ou en faisant de reconversion, sans avoir fait d'introspection et sans vous être vraiment changé vous-même, ce qui va se passer, c'est que vous allez changer de métier, ok, vous allez peut-être changer d'entreprise, mais au bout de 3, 4, 5, 6 mois, vous allez vous retrouver exactement dans le même schéma. Et en ayant adopté le même schéma, les mêmes comportements, vous allez arriver au même résultat et à la même souffrance psychologique. Donc, il faut vraiment réfléchir sur les vraies raisons de votre départ. Euh, pour ça, il faut analyser. Donc, vous pouvez prendre une feuille et essayer d'analyser si vous avez déjà ressenti les mêmes choses, vécu les mêmes situations ou des situations qui sont plus ou moins similaires. Donc, est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le poste précédent ou parfois même dans d'autres postes précédents? Est-ce que vous avez déjà eu envie de partir dans les autres emplois? Est-ce que vous avez déjà démissionné? Est-ce que vous avez déjà quitté d'autres boulots? Faute d'intérêt, faute de motivation. Et en général, essayez d'identifier un événement déclencheur. Ça peut être, j'ai des problèmes à chaque fois de relationnel avec mon boss. Essayez d'identifier un schéma récurrent, d'accord, qui systématiquement fait que vous avez envie de partir et vous êtes démotivé. Et pour ça, il faut bien réfléchir à ces valeurs profondes. On verra ça dans la deuxième partie. Il faut que vous listiez toutes les alternatives. Bon, imaginons que je ne souhaite pas je ne sois pas démissionné. Est-ce que vraiment démissionner, c'est l'unique solution? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Peut-être qu'il s'agit simplement, si c'est un problème avec votre N+1 par exemple, ou si vous vous embêtez dans le métier que vous faites, vous pouvez tout simplement demander à changer de département, mais rester dans la même entreprise. Vous pouvez décider de rester dans la même entreprise, mais essayer de faire une mobilité pour pouvoir changer de ville, changer de région, voire changer de pays. Si vous avez peut-être besoin tout simplement d'un break, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un congé et pourquoi pas un congé de formation. Tout ça, c'est possible en restant dans la même entreprise. Ensuite, si vous continuez à vous dire non, il faut vraiment que je parte, il faut évaluer toutes les conséquences que ça va avoir. Donc, c'est important de coucher sur papier. En général, en coaching, voilà, c'est ce qu'on fait. On essaie d'anticiper tout ce que ça va changer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, sur tous les plans psychologiques, financiers, affectifs, émotionnels. Qu'est-ce que ça va engendrer? Et du coup, est-ce que vous êtes prêt pour ce grand changement? Est-ce que vous êtes prêt psychologiquement? Est-ce que vous êtes armé psychologiquement? Est-ce que vous êtes prêt financièrement? Combien de temps vous allez pouvoir tenir si vous n'avez pas de boulot? Est-ce que vous avez une épargne de secours? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il serait bien de repousser encore votre démission pour pouvoir vous préparer. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de retour en arrière qui est possible. La deuxième partie maintenant. La deuxième partie, elle consiste à essayer de mieux vous connaître et de mieux connaître vos valeurs. Et on va voir pourquoi c'est super important. Alors, quel est votre système de valeurs? Il faut comprendre que vos valeurs, votre système de valeurs, il évolue en fonction des circonstances de la vie, en fonction de votre maturité, en fonction des incidents ou de parcours de vie. Vous n'avez pas les mêmes échelles de valeurs à 18 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, et vous n'avez pas les mêmes échelles de valeurs quand vous êtes célibataire, quand vous êtes marié, quand vous êtes papa. Donc, en fonction des évolutions que vous allez avoir dans votre vie, en fonction des crises positives ou négatives que vous allez avoir dans votre vie, vous allez avoir des valeurs. Donc ça, c'est important. Ce que je fais en général avec mes coachés, c'est on essaye d'identifier, et c'est super important, d'identifier votre échelle de valeur, votre système de valeurs. Pour ça, par exemple, un petit exercice que vous pourriez faire, c'est de noter vos antivaleurs. Qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière les antivaleurs, eh bien, se cachent des valeurs. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois derrière vos antivaleurs se cachent de fausses croyances, des choses qui sont issues de votre passé, de votre éducation, de ce qu'on vous a transmis. Et c'est important
c'est bien aussi de le faire justement dans un accompagnement, d'essayer de faire la part entre ce qui est vraiment des antivaleurs qui viennent de vous et les antivaleurs, donc qui peuvent être des croyances et qui peuvent être limitantes dans le sens où elles vont bloquer votre évaluation, votre évolution, bloquer votre liberté d'action. Donc il y a des valeurs qui sont positives, il y a des valeurs qui sont restreignantes, qui sont limitatives dans votre développement. Donc, essayez de me trouver, vous pouvez faire l'exercice, essayez de me trouver 10 valeurs qui sont liées à la société et que vous appréciez particulièrement. Qu'est-ce que pour vous une société idéale? Quelles sont les valeurs qu'une bonne société devrait mettre en avant? Ce serait dans un deuxième temps, c'est d'identifier vos valeurs personnelles à l'échelle de l'individu. Quelles sont les 10 valeurs que vous préférez, qui sont les plus importantes pour vous? Ensuite, vous allez me parler des valeurs qui sont importantes dans le milieu professionnel. Ce ne sont pas forcément les mêmes que vos valeurs personnelles et ce ne sont pas forcément les mêmes que les valeurs sociétales. Une fois que vous avez cette liste de valeurs, vous devez en avoir une trentaine donc, il est important de les classer de la plus importante à la moins importante, de les prioriser. Vous allez voir que parfois il y a des valeurs qui se répètent, qui ont beaucoup de poids. Il faut les identifier. Maintenant, essayez de réfléchir. Et là que c'est important, c'est que dans la situation actuelle, donc dans votre situation, vous êtes en train de penser à une reconversion, de penser à un changement d'entreprise, de penser à un changement de pays, donc un gros changement sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, au présent, n'est pas aligné avec vos valeurs? Avec les valeurs dont on a parlé, vous vous rappelez, on a gardé que les 10 valeurs les plus importantes, et puis vous pouvez identifier le top 3 des valeurs, le top 5 des valeurs. Qu'est-ce qui va à l'encontre de ces valeurs? Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples de valeurs. Pour certains, c'est la performance, d'autres, c'est la liberté, d'autres, c'est encore l'autonomie, c'est pas tout à fait pareil, d'autres, c'est le self-control, le contrôle des émotions, d'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est la prudence, pour d'autres, c'est le travail, les valeurs du travail, pour d'autres, c'est la famille, la rigueur professionnelle ou tout simplement la rigueur de manière plus globale, l'altruisme, le fait d'aider les autres, d'être utile aux autres, la créativité pour les artistes, la gentillesse, le respect d'autrui, la sincérité, l'expertise, voilà, des exemples de valeurs. Maintenant, on va s'intéresser à vos motivations. Parce que sans motivation, il n'y a pas de sens et donc il n'y a pas d'énergie. Vous avez par exemple des enfants, ils font des études et vous remarquez qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas motivés pour faire leurs devoirs, ils n'arrivent pas à se lever pour aller à l'école, ils sont vides en fait d'énergie. Mais par contre, quand il y a un domaine qui les intéresse, qui les passionne, ils sont pleins d'énergie, ils sont prêts à se lever à 5 heures du matin pour aller faire ça. Limite, c'est vous qui êtes obligé de les freiner. Ça montre bien qu'en fait, en fonction de notre motivation, de notre intérêt pour tel ou tel sujet, eh bien, on peut avoir de l'énergie. Quand vous me dites, ouais, mais moi, j'ai pas d'énergie, je suis démotivé, je vous dirais, d'accord, vous êtes démotivé par rapport à telle situation. Mais si je vous mettais dans une autre situation, vous pourriez redécouvrir une énorme motivation et vous redécouvrir une énorme énergie. Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. Par exemple, moi, ces 10 dernières années, j'étais dans une réflexion par rapport à un changement de situation. J'avais des boulots qui étaient bien payés, je travaillais à l'étranger en tant qu'expat, avec de très, très gros salaires, supérieurs à celui d'un médecin et pourtant, en fait, j'étais pas bien dans mon travail. J'étais pas motivé. Donc j'éprouvais beaucoup de stress dans la nuit, j'avais des insomnies et je prenais aucun plaisir à travailler. Et du coup, j'étais obligé de me faire violence parce que j'aime bien être vraiment, pour moi, le travail, c'est quelque chose d'important. La rigueur, c'est quelque chose d'important. Et quand je fais quelque chose, j'aime le faire à fond et j'aime le faire bien. Donc ça me permettait de tenir. Mais par contre, c'était très difficile sur le plan psychologique. Aujourd'hui, je suis en train de monter cette chaîne YouTube. J'ai lancé le site medileformateur.fr. J'ai commencé à faire mes formations, mes coachings. Eh ben, j'ai énormément d'énergie. Tous les matins, je me réveille avec le sourire. Je suis super de bonne humeur. J'ai plein d'énergie à donner pour mes enfants, pour ma femme. Limite, il faut que je m'arrête pour travailler. Donc, j'ai une énergie telle qu'à un moment donné, il faut que je me force à quitter mon bureau pour aller courir ou pour aller manger ou parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Je suis tellement dedans que j'ai pas envie de m'arrêter. Donc, je suis la même personne.
il y avait une personne dans une situation A qui était, il fallait que je me force et que je me fasse violence pour avancer. Et puis dans une situation B, il faut que je me freine pour ne pas trop travailler. Donc voilà, tout dépend de la motivation et de la situation que vous avez. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Aussi bien dans le travail que dans votre vie professionnelle. Je vous ai préparé un petit schéma qu'on appelle euh, les sphères. D'accord? En général, on estime qu'on a 4 sphères. Dans notre temps de vie, il faut répartir ce temps de vie dans 4 domaines. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer de grossir tout ça. Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que je peux zoomer? Voilà. Ouais. Vous avez le domaine professionnel, la sphère professionnelle, la sphère sociale. Alors la sphère professionnelle, ben, c'est tout le temps que vous allez donner pour le travail. La sphère sociale, c'est le temps que vous donnez dans les interactions sociales pour maintenir une vie sociale normale, soit au niveau associatif, soit avec des amis. Le temps que vous donnez à toutes les personnes qui ne sont ni des collègues, ni votre famille. D'accord? La sphère familiale, c'est le temps que vous donnez à votre femme, à votre mari ou à vos enfants. Et puis la sphère privée, la sphère personnelle que vous vous donnez à vous-même. Voilà ma situation, par exemple, il y a un an. Vous voyez que la sphère professionnelle, elle prend quasiment toute la place. La sphère privée est toute petite parce que j'ai plus beaucoup de temps pour moi. J'ai pas le temps pour moi. Normalement, je suis un gros sportif. J'ai pas le temps pour faire du sport et ben, du coup, j'en souffre. La sphère familiale, elle est alors sur le plan personnel, ben, ça me frustre. Sur le plan familial, tout va bien, mais par contre, il y a pas, je passe pas assez de temps. Et puis sur la sphère sociale, ça va encore. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Par contre, voilà ce que moi, ma situation idéale. Ah oui, aussi, donc les couleurs, ça veut dire votre niveau de satisfaction. Donc là, moi, ce que je souhaite dans l'idéal, c'est avoir un niveau de satisfaction qui est OK partout, aussi bien dans ma sphère professionnelle que sociale, familiale ou personnelle. Et ce que vous remarquez, c'est que moi, mon objectif, c'est d'avoir une sphère professionnelle qui est plus ou moins équilibrée avec les deux autres sphères qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire la sphère personnelle et puis la sphère familiale. Enfin, il est important de conserver de bonnes relations avec mes collègues, avec des gens à l'extérieur du cercle familial. Voilà un petit peu comment on peut faire, mais ça, on le fait en coaching, on analyse tout ça en coaching. Alors, on en arrive à la partie 3. Il va falloir inventorier vos compétences. Bien souvent, en fait, vous avez des compétences qui sont apparentes, dont vous avez conscience, mais il y a aussi parfois des compétences dont vous n'avez pas conscience. Donc, toute cette partie, en général, cette troisième séance, on essaie de faire le point sur vos compétences et pour essayer d'identifier vers quelle direction vous devez aller. Donc, vous avez compris, au début, on analyse notre situation actuelle, on fait une analyse interne, on fait une analyse de l'environnement et on fait un travail d'introspection de ce qu'on aimerait avoir. Et puis là, on va s'intéresser à mieux savoir quels sont nos points forts et nos compétences. Alors, quel serait, selon vous, le métier rêvé? Il est important de réfléchir. Il ne s'agit pas forcément d'un métier réaliste. C'est quoi pour vous le meilleur métier du monde, le métier qui vous fait rêver? Alors, quelles seraient les tâches pour vous qui seraient les tâches que vous aimeriez faire au quotidien? Quelles seraient les interactions sociales? Qu'est-ce qui, pour vous, dans votre futur métier, seraient des interactions sociales parfaites? Quel est, selon vous, on va dire, le salaire, l'aspect financier? Quel est le salaire idéal selon vous? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que de quoi vous avez besoin comme salaire? Les avantages, qu'est-ce qui est le plus avantageux dans le métier, dans ce métier rêvé? Pourquoi est-ce qu'il vous plaît? Donc là, c'est tous les bénéfices de ce métier. Les contraintes, c'est important aussi quand vous parlez de ce métier rêvé, comprendre aussi que dans tous les métiers, même un métier rêvé, il y aura forcément des contraintes. Mais quelles sont pour vous les contraintes qui sont acceptables? Et puis quelles sont celles qui sont inacceptables justement? Quel serait pour vous l'environnement de travail idéal? L'ambiance idéale? Une équipe, est-ce que vous aimez bien travailler en équipe? Si oui, quelles seraient les relations idéales que vous auriez dans une équipe? Ou est-ce que vous préférez travailler seul? Est-ce que vous aimez, ça serait pour vous un métier idéal, ça serait un métier où vous êtes hyper autonome, hyper indépendant, comme le fait
de faire des formations ou du coaching, par exemple, ce que moi je fais actuellement, ou est-ce que c'est un métier où je sais que par exemple, il y a beaucoup de salariés qui, eux, aiment bien être encadrés, qui se sentent en sécurité lorsqu'ils ont un bon manager qui les forme et qui leur montre comment faire. Ils ont besoin aussi de travailler en équipe. Et quelle serait pour vous l'entreprise parfaite? Les valeurs de cette entreprise, comment elle fonctionnerait, comment elle serait organisée, plutôt verticale, plutôt horizontale. Euh, Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce métier rêvé? Alors, ensuite, on en vient à identifier vos talents. Alors, qu'est-ce qu'un talent? La différence entre un talent et une compétence, c'est qu'une compétence, c'est un talent, mais qui a été, on va dire, mis en pratique et qui a donné des résultats, soit dans votre domaine privé, c'est vrai que vous êtes compétent pour vous organiser, pour planifier, pour faire du travail manuel, réparer des choses, euh, ou alors dans le domaine professionnel, vous êtes compétent dans l'informatique, en présentation, devant public, ou dans vos capacités analytiques, ou alors pour tout simplement si vous êtes pâtissier, vous êtes capable de faire de la pâtisserie fine. Quelles sont les compétences que vous reconnaissez et qu'on vous reconnaît? Donc c'est pour ça que je vous parle des fois, la meilleure manière de savoir, parce que parfois il y a certains d'entre vous qui manquent d'estime de vous-même et ils ont du mal à reconnaître les compétences. Quand on leur pose la question, ils vous disent mais moi je suis compétent nulle part. En vérité, on est tous compétents dans certains domaines. On a tous des talents. Dieu, il vous a pas créé sans aucun talent. Vous avez forcément des talents que vous aviez des fois dans l'enfance. On vous reconnaît des talents, mais peut-être que vous ne les avez pas développés, tout simplement. Mais vos amis, vos proches peuvent vous aider à identifier vos talents. Quelles sont vos qualités? Vous pouvez leur demander, bah, à ton avis, c'est quoi mes qualités ou mon talent? En quoi je suis doué? Aussi les qualités que vous reconnaissez vous-même et que vous pensez avoir. Dans quoi est-ce que vous pensez être bon ou bonne? Quels sont, selon vous, vos points forts? Et puis, parfois, quand on parle de talent ou de compétences, c'est tout simplement des choses qu'on aime faire. Parce que quand on est bon dans un domaine, on aime le faire, bien souvent. Quelles sont, du coup, des choses que vous faites de manière récurrente depuis plusieurs années et qui s'expriment aussi bien dans votre vie professionnelle que dans la sphère privée? Que ce soit en famille, durant vos vacances, par exemple, dans le couple ou au travail. Alors à ce stade de notre travail de préparation, il est vraiment intéressant de faire le point et d'analyser dans votre passé toutes les expériences, on va dire positives où vous avez réussi professionnellement, mais aussi tous vos échecs où vous avez raté professionnellement. On va essayer de comprendre quels sont les éléments, les points communs qui ont fait que parfois vous avez réussi et parfois vous avez raté. Alors pour ce qui concerne les réussites, justement, donc lister toutes vos expériences professionnelles et les stages où ça a été réussi, et essayer de savoir, essayer d'identifier qu'est-ce qui explique cette réussite d'un point de vue comportemental, d'un point de vue de vos actions. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui explique que vous avez pu réussir? Donc, essayez d'identifier ces comportements. Essayez de voir aussi, des fois, c'est vos comportements et vos attitudes, mais des fois aussi, c'est l'environnement lui-même. Quel est le type d'environnement qui favorise votre réussite? C'est pas forcément le même type d'environnement. Pour certaines personnes, ça va être le fait de travailler en groupe, lorsqu'ils sont en équipe, ils se sentent plus forts et plus puissants. Pour d'autres personnes, le fait de travailler en équipe, c'est pas forcément ce qui leur permet de fonctionner à 100%. Donc, essayez d'identifier ce type d'environnement. Ça peut être un environnement de travail particulier, calme, détendu, sous pression. Il y a des personnes, lorsqu'ils travaillent sous pression, elles sont meilleures. Essayez d'identifier dans l'environnement qu'est-ce qui contribue à votre réussite. Ensuite, vous faites la même chose par rapport à vos échecs. Est-ce que votre échec était dû à un comportement spécifique? Si oui, lequel? Ou était-ce dû à un environnement spécifique? Si oui, lequel ou lesquels? Votre expérience professionnelle. Euh, Essayez de faire le point, donc entre guillemets, de tout votre CV, de toute votre expérience professionnelle depuis la fin de vos études. Et essayez d'identifier les moments qui, pour vous, sont les moments charnières. Est-ce qu'il y a eu des bons moments? Est-ce qu'il y a eu des mauvais moments? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez progressé, des moments où vous avez changé de dimension, des moments où vous êtes peut-être, il y a peut-être des moments où vous êtes déjà reconverti, où vous avez suivi, vous avez changé radicalement de voie. Essayez de les identifier. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti bien? Si oui, lesquels? Est-ce que vous arrivez à identifier dans votre carrière professionnelle certaines répétitions, certains schémas répétitifs? Est-ce que vous avez
vous êtes capable d'identifier des compétences que vous arrivez régulièrement à transposer, même à travers les différentes expériences professionnelles que vous avez pu avoir. Dans quel domaine est-ce que vous avez été le plus bon? Est-ce que vous avez identifié, est-ce que vous êtes capable d'identifier au travers de tout ce parcours professionnel, est-ce que ça vous permet d'identifier des compétences clés que vous avez réussi à développer ou non? Compétences qui sont transversales, donc qui dépassent les différents métiers et les différentes missions que vous avez pu avoir et qui se retrouvent dans toutes les missions, dans tous les jobs que vous avez pu faire. Des compétences comportementales ou humaines que vous avez pu développer, que ce soit des compétences cognitives, la connaissance de soi, la connaissance des autres, des compétences émotionnelles, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion, la régulation des émotions, mais aussi la compréhension des émotions des autres. Des compétences sociales. Est-ce que vous remarquez que à travers vos différentes expériences, vous avez développé certaines compétences sociales, ou alors il vous a manqué certaines compétences sociales. Et peut-être que ces compétences sociales, elles peuvent avoir été présentes et elles peuvent être la clé de votre succès, mais peut-être que vous avez remarqué que régulièrement, tout au long de votre expérience, vous avez des schémas de répétition qui sont par exemple des conflits. Ou alors vous avez remarqué que vous faites souvent ou systématiquement marcher sur les pieds. Ou alors vous avez remarqué que systématiquement, vous avez du mal à gérer les conflits, vous avez du mal à gérer le positionnement avec votre collègue ou avec vos managers. Donc essayez d'identifier tous ces schémas qui se reproduisent. Dans ces compétences, lesquelles sont les plus importantes pour vous et lesquelles est-ce que vous avez envie dans lesquelles vous avez envie de vous développer? C'est-à-dire, il y a des compétences qui sont hyper importantes de votre point de vue. Soit vous les possédez déjà et vous avez envie de continuer à les développer pour en faire des points forts, soit c'est des compétences qui vous ont manqué parce que vous avez remarqué que plusieurs fois vous avez échoué dans certains domaines ou vous avez été moins bon dans certaines expériences et c'est quelque chose qui se reproduit, qui se répète. Et dans ce cas-là, quelles sont les compétences que vous souhaiteriez développer davantage? Est-ce que vous éprouvez des regrets par rapport à ce parcours professionnel? Si vous deviez recommencer, est-ce que vous feriez les choses autrement? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on pose en coaching et qui nous permettent d'avancer avec le coaché pour essayer de mieux comprendre sa psychologie, de mieux comprendre son parcours et de mieux comprendre en fait d'où il vient. Ce qui nous arrive à la quatrième partie. Donc maintenant, il s'agit de faire le point de tout ça. Donc, vous vous rappelez, on va résumer tout ça. On va mettre ça sur une feuille. Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Quels sont les talents que vous pensez avoir? Quelles sont vos compétences actuelles ou les compétences que vous avez héritées que vous avez construites tout au long de votre parcours professionnel? Et quelles sont les compétences auxquelles vous aspirez? Ce qui nous emmène à l'étape 5 de notre parcours, de notre réflexion sur la reconversion professionnelle. Alors, cette étape 5, c'est une étape de recherche par rapport au métier qui vous correspond le mieux. Donc, tout d'abord, vous avez fait l'inventaire de vos talents, de vos compétences. Vous avez réfléchi aussi préalablement à pourquoi vous souhaitiez vous reconvertir. Vous avez fait le point sur vos valeurs profondes. Vous avez mis en place une réflexion sur ce que serait le métier de vos rêves. Et donc maintenant, en théorie, à ce moment du travail, vous commencez à avoir une idée claire de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Et vous commencez à avoir une idée claire de vos aspirations, de vos ambitions, de vos envies et de ce qui vous motive. Donc, ça sera beaucoup plus simple à partir de maintenant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite partir, comme le font la plupart du temps les personnes qui font une reconversion, en regardant les plaquettes et les descriptions, et puis en s'inscrivant à des formations sans vraiment savoir si ces formations leur correspondent, d'un point de vue personnel, au terme de valeurs et de psychologie. Et si ce travail préalable n'a pas été fait, il y a un risque fort de répétition des mêmes schémas, des mêmes erreurs que dans le passé. Donc, normalement, maintenant, on va éviter ça. Alors, il va falloir chercher
et se concentrer dans la recherche de vos métiers. On ne va pas faire d'erreur. On va maintenant se focaliser, non pas sur tous les métiers, non pas sur les métiers à la mode, non pas sur les métiers qui nous paraissent bien parce qu'un tel nous a dit, un tel nous a dit, mais vraiment on va essayer de réfléchir à des métiers qui nous correspondent vraiment en profondeur et qui sont totalement alignés à nos besoins et à nos valeurs. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant chercher ce type de métier. On les connaît, nos valeurs, on les avait résumé l'ensemble de ce travail d'introspection. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple de chercher les métiers qui correspondent à ces valeurs. Il vous faut évidemment un métier qui va vous motiver, qui va vous apporter de l'énergie positive. Et il va falloir évidemment chercher, se concentrer sur des métiers qui correspondent à vos compétences actuelles et à vos talents. Et surtout, il va falloir trouver des métiers qui vont se différencier d'avec les expériences négatives que vous avez vécues au préalable afin de ne pas constamment être dans un cycle de reproduction. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Sur quoi on va s'appuyer? Vous avez les fiches ROM qui existent sur Internet. Donc, chaque métier a été répertorié. C'est ça le répertoire, qui a un répertoire de l'ensemble des métiers qui vous permet de trouver le métier qui vous correspond avec la description. Il y a aussi évidemment les répertoires et les descriptions des métiers sur Studirama. Vous avez pour les cadres les métiers qui sont décrits sur le site de l'APEC. Et puis, pour ce qui concerne les professions liées à la santé, le site Solidarité Santé. Maintenant, donc vous avez regardé ces métiers, vous avez cherché ceux qui sont alignés avec vos compétences, avec vos valeurs, avec ce qui vous motive vraiment, et vous en avez identifié quelques-uns. Maintenant, admettons que vous mettez sur une feuille tous les métiers qui vous intéressent. D'accord? Admettons que vous mettiez une liste de 10 métiers qui vous intéressent. On va s'intéresser maintenant à une étude de marché et une étude de la demande du marché du travail. Il ne s'agit pas de faire cette erreur fréquente, de simplement se dire ce métier me plaît, je me verrai bien dans ce métier-là, ça me plaît. Hop, je fais la formation ou je passe la certification. Ça me prend une année de travail acharné pour à la fin me rendre compte qu'il n'y a aucune demande et pour à la fin me retrouver au chômage. Je postule, j'envoie des CV pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'entretien, j'arrive pas à passer l'entretien, j'ai pas de réponse, tout simplement parce qu'il n'y a pas une vraie demande sur le marché. Donc ça, c'est important aussi de prendre en considération cette réalité du marché de l'emploi. Alors, par exemple, tu vas prendre 5 métiers qui vont t'attirer, 5 ou 10. Et à chaque fois, tu vas les poser sous ce filtre. Est-ce que ce métier, il est en tension? Pour savoir s'il y a une vraie demande sur le marché du travail, c'est simple. Moi, ce que je te propose, c'est tout simplement d'aller sur LinkedIn ou d'aller sur les sites d'offres d'emploi, de sélectionner uniquement les derniers résultats, les résultats qui ont été publiés cette semaine, qui sont récents, donc moins d'une semaine, et d'aller voir il y a combien d'offres d'emploi. Il y a évidemment le site France Travail, il y a LinkedIn que moi j'utilise beaucoup. Et puis, il est aussi intéressant d'essayer de comparer les salaires, d'essayer de voir quel est le salaire pour ce type de poste. On a beau dire, c'est vrai que le métier, il est passionnant, il peut y avoir une demande, mais est-ce que ce métier, il vous permettra de vivre dignement, convenablement? Alors, encore une fois, je vous mets en garde, il y a des métiers effectivement qui sont très à la mode, mais qui ne recrutent pas. Alors moi, je vous propose, mais je ferai une vidéo spécifique sur un outil que j'utilise, qui est en fait un tableau comparatif des métiers. J'ai sélectionné des métiers par rapport à un client. Donc, comptable, professeur de primaire, assistant comptable, infirmière ou opticien. Donc ça, c'est les métiers. Il en avait choisi 10. Il est passé par le filtre de tout ce qu'on a dit et visiblement, il y a 5 métiers qui apparaissent, qui sont ressortis, qu'il a conservés. Et ensuite, je vais grossir un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Ensuite, ici, moi, je propose ces critères. Lorsque vous voyez en jaune, ça veut dire que ce sont des critères qui sont essentiels, qui ont plus de poids, selon moi. Et du coup, leur poids dans le scoring, donc je vais attribuer des points
et leur poids, j'ai multiplié le score par 2, ça veut dire qu'ils sont 2 fois plus lourds que les autres. C'est-à-dire que si les autres sont notés sur 5, c'est une note un barème de 1 à 5, et bien là, le barème pour ces critères en jaune seront notés de 1 à 10, parce que je veux qu'ils aient plus de poids. Je vais vous énumérer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 critères qui, moi, me paraissent essentiels quand on veut comparer les métiers. D'abord, il y a la rapidité d'obtention de votre diplôme ou de votre certification. On ne peut pas comparer une formation ou des études qui vont vous prendre 8 ou 9 années d'études avec une certification qui peut se faire en 6 mois. Admettons que vous ayez fait 6 ou 8 ou 9 années d'études et qu'à la fin, vous gagnez 4 000 euros. Mais de l'autre côté, j'ai une formation de seulement 6 mois, c'est-à-dire 0,5 ou 0,6 années, c'est-à-dire moins d'un an, mais qui me permet d'avoir un salaire de 2002 ou 2003, vous vous rendez bien compte que c'est beaucoup plus intéressant d'aller directement là, plutôt que de perdre quasiment 10 ans de ma vie pour au final juste gagner à peine le double. Ensuite, il y a la facilité du métier, ou le plaisir qu'il y a dans le métier. Il y a des métiers plus ou moins stressants, il y a des métiers plus ou moins pénibles. Là, on va dire que si le métier, il est plutôt facile, très peu stressant, on va lui mettre une note de 5. Et puis s'il est très stressant, on va lui mettre une note de 1. Ensuite, on a la demande sur le marché. Par exemple, pour le métier de comptable, lorsque vous allez sur LinkedIn, vous tapez comptable, vous sélectionnez les annonces qui datent de moins d'une semaine, vous allez tomber sur plus de 9000 offres d'emploi pour le métier de comptable sur toute la France. Si vous comparez ça avec le métier d'opticien, là, par exemple, le métier d'opticien, c'est 250 offres d'emploi sur une semaine. Donc, vous voyez la différence de volume. Et ça, c'est super important quand vous allez faire une formation. Plutôt vous orienter vers des formations où il y a 9000 offres d'emploi que vous orienter vers des formations où il y a 250 offres d'emploi sur toute la France. J'ai parlé de la demande sur le marché international. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si demain, vous n'aurez pas envie de partir de la France ou de partir de la Belgique. Encore une fois, moi, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube. Quand on regarde un petit peu les statistiques et les tendances longues, on peut un peu craindre pour les évolutions futures de la France, en termes de vivre ensemble, en termes de confort de vie, en termes de droits fondamentaux, de salaire, de pouvoir d'achat. Il y a certains indicateurs qui ne sont pas super favorables à la France. Et vous pourriez avoir envie de partir à travailler en Suisse, au Luxembourg, pourquoi pas dans un pays du Golfe, au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, qui sait. Donc, il est important, surtout pour les nouvelles générations, d'essayer de trouver des métiers qui s'exportent facilement, où il y a une vraie demande à l'étranger. En tout cas, moi, c'est un critère que je prends en compte. Alors, c'est peut-être dû à mon expérience professionnelle à l'étranger, parce que la moitié de mon expérience, je l'ai passée à l'étranger. Mais voilà, je pense que c'est un critère important. Autre critère, c'est le niveau de tolérance vis-à-vis de l'appartenance religieuse. Alors, il faut être clair. Il y a des métiers où, concrètement, une citoyenne qui est musulmane et qui porterait un foulard ne pourrait tout simplement pas accéder à ce métier. C'est tout ce qui concerne les métiers de l'enseignement, les métiers liés à l'administration publique et les métiers liés au système hospitalier, par exemple, comme le métier d'infirmière. Donc, ou le droit, par exemple. Donc là, c'est problématique. Effectivement, si vous investissez de l'argent et 1 année, 2 années, 3 années, pour les études d'infirmière, c'est 3 ans, voire plus, pour à la fin, qu'on vous dise, bah, madame, on ne peut pas vous recruter, vous ne pouvez pas vous vêtir comme vous le souhaitez, bah, si vous êtes attaché à cette identité religieuse, il faut vous détourner de ces métiers parce qu'il n'y a pas possibilité de faire carrière en France. Et c'est vraiment problématique pour certaines femmes, de leur demander de choisir entre leur identité religieuse et culturelle et puis le fait de devoir travailler. Aujourd'hui en France, c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas au Canada, ni aux États-Unis, ni dans la plupart des pays du monde. Mais malheureusement en France, je ne sais pas ce qu'il en est de la Belgique, mais voilà, c'est le cas et c'est une grosse source de discrimination. Donc moi, voilà, j'ai mis ça. Par exemple, pour l'enseignement, une note de 1 à 5, j'ai mis 1 pour un professeur de primaire. Donc ne vous orientez pas dans ce métier si vous êtes vraiment attaché au port du foulard. D'accord? On en est au sixième critère, le niveau de salaire. Critère important, c'est pour ça que je le compte double, où vous faites une reconversion. Évidemment,
c'est pour gagner correctement votre vie. Il ne s'agit pas de gagner des millions, mais encore une fois, de pouvoir vivre dignement, sachant qu'en France, gagner moins de 1800, 1900, 2000 euros de net, ça devient compliqué. Donc ça doit être un critère. Est-ce que ce salaire, il me paye plus que 1900 euros ou est-ce que je suis payé moins de 1900 euros? Quel est le salaire moyen? Si c'est 2002, 2003, c'est OK. Si c'est 1004, 1005, pour moi, c'est pas acceptable. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc, le nombre d'heures de travail hebdomadaire. Ensuite, le sentiment de réussite personnelle. Là, c'est un élément aussi important parce que il y a certains métiers qui vous attirent et qui font que vous allez vous sentir épanoui et fier d'exercer ce métier. Vous y avez pensé depuis des années, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est un métier qui vous passionne et c'est évidemment c'est un élément aussi à prendre en compte. Ça ne doit pas être le seul élément, ça doit être qu'un élément parmi d'autres et même c'est un élément qui n'est pas prioritaire. Il faut d'abord penser aux éléments qui sont vitaux, essentiels, et ensuite essayer de concilier ça avec le plaisir, avec le bien-être au travail et puis la vocation. D'accord? Ensuite, le niveau de responsabilité et d'autonomie que vous allez avoir, je pense que la plupart d'entre nous, surtout sur ma chaîne YouTube, puisque je développe une réflexion sur la liberté et l'indépendance, moi, ça me paraît être un critère de sélection. Ensuite, une fois que vous avez attribué les points, par exemple, là, on va prendre le métier de comptable. La rapidité d'obtention du diplôme, c'est 2 ans, à peu près. Le métier de professeur des études primaires, c'est 2 ans. Assistant comptable, c'est 6 mois. Infirmière, c'est 3 ans. Opticien, c'est 2 ans. Donc, quand on fait le calcul, rapidité d'obtention du diplôme, c'est moyen, parce qu'il faut quand même 2 ans. Donc, j'ai mis 2 sur 5, et j'ai multiplié par 2 parce que je voulais renforcer ce critère. La facilité du métier, le métier de comptable, c'est pas le plus compliqué, c'est pas le plus simple. J'ai mis 3 sur 5. J'aurais pu mettre 2, disons 3 sur 5. C'est pas non plus comme le métier d'expert comptable, ça reste encore acceptable en termes de difficulté. La demande sur le marché du travail, c'est 5 sur 5. Et comme j'ai voulu, il est en jaune, pour moi c'est un critère important, je multiplie les points par 2, donc 5 fois 2, ça fait 10. La demande sur le marché du travail, si vous êtes parfaitement bilingue, un comptable bilingue, vous trouverez du travail, même à l'extérieur de la France. Donc j'ai mis 3 sur 5. Le niveau de tolérance vis-à-vis de l'appartenance religieuse, je pense que le métier de comptable, comme le métier d'assistant comptable, c'est un métier qui peut très bien convenir à des jeunes femmes qui portent le foulard parce que vous êtes en back-office, vous n'êtes pas directement en relation avec le client. Donc, l'employeur est peut-être un peu moins réticent à vous recruter. Vous avez vu l'affaire Geox où, pour une vendeuse de chaussures, le responsable du magasin a dit à la jeune fille « Non, je ne veux pas vous accepter parce que vous portez le foulard ». Donc, c'est juste ou c'est pas injuste. Malheureusement, c'est la loi en France aujourd'hui. Les entreprises, lorsqu'elles mettent dans leur règlement intérieur qu'elles n'acceptent pas le foulard, il faut partir on peut se battre et obtenir gain de cause, mais il faut partir dans tout un circuit judiciaire. Si on peut éviter ça, il vaut mieux l'éviter et donc se concentrer sur ce métier. Et il me semble que le métier de comptable, en plus, parmi les experts comptables, il y a beaucoup de personnes de la communauté juive ou de la communauté musulmane, donc ils sont plus tolérants vis-à-vis de ces jeunes femmes. Le niveau de salaire, j'ai mis 4 sur 5 en comparaison aux autres métiers que le client avait mis. Ça veut dire que le niveau de salaire, il est autour, pour un comptable, c'est autour de 2002, 2300 euros. Par rapport à l'ensemble, là, il est bien placé. D'accord? Il est placé plus ou moins au même niveau qu'une professeure de primaire, plus que l'assistant comptable, au même niveau que l'infirmière et au même niveau plus ou moins que l'opticien. Le nombre d'heures de travail, j'ai mis moyen, j'ai mis 3 sur 5. Le sentiment de réussite personnelle, là, c'est propre au candidat, il avait mis 3 sur 5. Le niveau de responsabilité d'autonomie, on est à 3 sur 5, ce qui nous fait un total de 41. Voilà, ça vous permet de comparer. Donc là, il y a 2 métiers qui ressortaient par rapport à ce candidat. C'était qu'il y a un candidat musulman, donc c'est pour ça qu'on avait mis ce critère. Donc on avait le comptable qui ressortait avec 41 points, et puis on avait l'assistant comptable. Alors pourquoi l'assistant comptable? Il a un super score, malgré qu'il a un salaire un petit peu moins élevé, mais tout simplement parce que le salaire il n'est pas beaucoup moins élevé que le salaire d'un comptable.
L'accès, la rapidité, d'obtention, ça se fait très rapidement. Vous faites, une formation en 6 mois, vous êtes assistant comptable et puis vous arrivez sur le marché du travail quasiment avec 2 000 € net. Hem, la facilité du métier, une très grosse demande sur le marché aussi. Je crois qu'on est à 3 000 offres d'emploi par semaine. Il y a une demande sur le plan international. Il y a un niveau de tolérance religieuse. Il y a un niveau de salaire qui est correct. J'ai mis 3 multiplié par 2, ça fait 6 d'ailleurs, ça fait pas 8. Donc ça nous ferait 44 et non pas 46. Ensuite, on en arrive à la partie 7, c'est-à-dire la dernière partie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, maintenant qu'on a choisi le métier, la formation qui nous intéresse, on l'a dit là, dans ce cas-là, c'était la formation d'assistant comptable ou de comptable, il nous reste à établir notre feuille de route et le planning. Donc, déjà, il faut essayer d'identifier toutes les formations qui sont financées. Donc, essayez de voir si vous pouvez essayer d'obtenir une formation financée ou alors en utilisant les crédits de formation via votre entreprise. Il faut donc rencontrer un maximum de conseillers pour bien connaître, bien savoir quelles sont les formations sur lesquelles vous pouvez postuler. Ensuite, c'est important lorsque vous avez choisi une formation, ça j'aurais dû le mettre avant, est-ce que c'est possible ou pas? Et si c'est pas possible, si vous apercevez qu'il n'y a pas de formation, eh ben on avait un plan, on avait le deuxième boulot, c'était le comptable, ben on passe sur l'option numéro 2. Donc dans ce cas-là, on va revoir le tableau des métiers. Donc maintenant, il va falloir être sélectionné. Donc pour être sélectionné, il faut que vous soyez prêt. Il faut que vous ayez pour être sélectionné, il va falloir passer encore une fois par un processus de sélection. Alors, ça commence par la préparation d'une lettre de motivation, parce que vous allez devoir postuler. On va vous demander d'écrire une lettre de motivation qui va introduire votre CV. La lettre de motivation, elle doit comporter, entre guillemets, 4 temps. Le premier, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi cette entreprise ou cette formation. Le deuxième, c'est pourquoi est-ce que vous êtes le candidat qui répond le mieux au poste ou qui répond le mieux à cette formation. Troisième temps, c'est de donner au moins 2 exemples concrets qui vont pouvoir justifier que vous avez quelque chose à apporter de plus par rapport aux autres candidats. Et enfin, dans un quatrième temps, vous faites une conclusion, une ouverture dans laquelle vous proposez pour rencontrer le recruteur ou le sélectionneur. Alors, il va aussi falloir vous préparer un CV qui cartonne, un CV qui vraiment va se distinguer, va vous permettre de sortir du lot. Et l'idéal, c'est toujours d'être dans le top 5 ou dans le top 3 des meilleurs CV. Donc, il faut utiliser, moi j'utilise un outil comme Canva. Et tout ça, on le voit dans la formation que je suis en train de vous préparer, et puis on le verra dans le coaching. Donc, comment on fait un CV? On analysera de bons CV, on analysera de moins bons CV, de manière à pouvoir comprendre ce qui fait qu'un CV cartonne ou alors ne cartonne pas. Vous avez préparé votre lettre de motivation, votre CV, vous envoyez tout ça, mais vous n'attendez pas de recevoir un appel pour vous préparer, afin de pouvoir vous mettre en valeur. Le pitch, en général, on vous dit, la question c'est, dites-moi en 3 minutes pourquoi je devrais vous choisir vous et pas un autre. Je parle de ça, c'est la capacité à pouvoir se présenter en 45 secondes à 3 minutes, de manière très brève, en mettant les jalons les plus importants, vos réussites, les chiffres qui vont vous aider à convaincre. Et puis, on va aller un peu plus loin, évidemment, pour pouvoir préparer à fond cet entretien. Être capable de se présenter succinctement, de la manière la plus percutante possible. Ensuite, il va falloir identifier ce que vous avez accompli, vos accomplissements, et essayer de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Idéalement, il faut que vous ayez des chiffres percutants, des chiffres qui viennent prouver, qui viennent à l'appui de votre démonstration. Trouver des exemples concrets, il ne s'agit pas de dire moi je suis quelqu'un de sérieux, de compétent, de professionnel, blablabla. Non, ça n'intéresse pas le recruteur. Ce que le recruteur veut, ce sont des indicateurs de réussite, ce sont des exemples concrets qui vont illustrer votre argumentation. Il faut que vous parveniez à trouver et à mettre en évidence des atouts et des différences qui sont uniques par rapport aux autres candidats. Et enfin, il va falloir que vous montriez que vous êtes hyper motivé, que vous êtes le candidat qui va aller jusqu'au bout de la formation, et essayer de montrer que toutes ces qualités, toutes ces réussites, tous ces accomplissements, votre personnalité,
eh bien, ça matche exactement avec la formation et vous n'avez pas choisi cette formation comme la plupart des candidats parce que le titre était bien, parce que, on vous a dit que c'était bien, oui, selon des oui-dire, selon des rumeurs. Vous avez fait un vrai travail d'étude, d'analyse, de recherche qui vous permet de dire aujourd'hui que cette formation, c'est exactement celle qu'il vous faut. Et enfin, bah, il faudra prouver au sélectionneur, c'est lui qui va vous dire si oui ou non il faut débloquer des fonds pour vous financer cette formation, eh bien, il va falloir le rassurer, le convaincre que vous êtes la bonne personne et que avec vous, si vous sélectionne, il aura le meilleur candidat. Il aura un candidat qui ira jusqu'au bout de la formation et il aura un candidat qui a un vrai projet professionnel pour après la formation et qui va très rapidement s'insérer dans le marché du travail. Mais comme on a préparé tout ça en amont, ça ne sera pas difficile normalement. Voilà, on arrive au bout de cette mini formation. Évidemment, ce que je vous ai fait, c'est juste vous présenter ma méthode de travail. Et maintenant, évidemment, tout ça, ça ne remplacera jamais un accompagnement personnalisé. Et j'ai justement un programme basé sur 3 séances de coaching intensives pour vous accompagner dans tout ce travail de réflexion pour que 100% de mes clients fassent une reconversion réussie, une reconversion qui leur correspond exactement, une reconversion entre guillemets sur mesure, coûts humains juste pour eux. Pour accéder à ce programme d'accompagnement, vous avez juste à cliquer sous le lien de cette vidéo. Même chose, si vous êtes intéressé par la formation en ligne sur la reconversion, eh bien c'est aussi en lien dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao.